Bonjour! On continue notre mini-série sur la blockchain et aujourd'hui on va regarder les concepts avancés pour découvrir plus en profondeur comment fonctionne la blockchain. Jingle! Alors, pour parler des principes avancés, il va forcément falloir qu'on creuse un petit peu sur les aspects technologiques, les principes cryptographiques qui sont derrière la blockchain. Donc cette vidéo, effectivement, elle va peut-être un petit peu plus rentrer dans les détails par rapport à l'autre, mais rassurez-vous, j'ai pour objectif de rester accessible. Alors, malgré tout, on va tout de suite parler crypto. On va parler de clés et de signatures. On va parler de crypto asymétrique et en gros l'objectif c'est de fabriquer en premier lieu ce qu'on appelle une identité numérique. C'est des sujets que j'ai quand même déjà adressés dans certaines autres vidéos, mais forcément dans la blockchain c'est indispensable. Donc comprendre comment les clés et les signatures fonctionnent dans une blockchain, c'est essentiel pour saisir comment fonctionne, comment est assurée sa sécurité et comment elle fonctionne d'un point de vue global. Alors, on va parler de clé publique, et je pense que la bonne image, c'est de l'associer à une adresse. C'est un peu comme l'adresse de votre boîte aux lettres. Tout le monde peut la voir, tout le monde voit la boîte aux lettres, tout le monde peut y mettre quelque chose. Si quelqu'un veut vous envoyer une lettre, il a besoin de connaître votre adresse. Et là, du coup, si quelqu'un, par exemple, veut nous donner de l'argent sur une blockchain qui sert à de la crypto-monnaie, il va utiliser cette adresse. Alors cette adresse, cette clé publique, elle est dérivée d'une clé privée. Et alors ça, par contre, cette clé privée, personne ne va devoir la posséder à part vous. Et on verra même que potentiellement, vous allez être dépositaire dans le cas des crypto-monnaies de plusieurs clés privées, de plusieurs adresses. Et donc, on va parler de portefeuille d'adresses. Et on va voir que sur cette blockchain, potentiellement, on peut avoir un certain nombre d'adresses. Dans le cas des crypto-monnaies, c'est le cas en tout cas. Donc, cette clé publique, on l'a vu, elle nous sert à recevoir des fonds, à recevoir de la valeur, si on parle blockchain et non pas crypto, pour que les autres vérifient que c'est bien vous. Et on va effectivement pouvoir vérifier que vous pouvez certifier les opérations que vous faites en signant ces opérations avec votre clé. Alors la clé privée, par contre, elle, c'est la clé physique qui vous permet d'ouvrir votre boîte aux lettres et récupérer ce qu'il y a dedans. Elle est strictement secrète. Elle est personnelle, strictement personnelle, et si vous la perdez, ou si quelqu'un la vole, c'est terminé. Si vous la perdez, vous ne pourrez plus faire d'opération, et vous pourrez même potentiellement plus récupérer les valeurs que vous avez, et si quelqu'un vous la vole, il peut refaire toutes les opérations à votre place, et il peut se substituer à vous dans les opérations qu'il veut réaliser. Donc, si on peut accéder à votre boîte aux lettres, on peut prendre le courrier qu'il y a dedans, c'est simple à comprendre. Si on a mis de l'argent dans votre boîte aux lettres, eh ben on peut récupérer cet argent. Et c'est important de comprendre que c'est une preuve. Cette clé, c'est la preuve que vous êtes propriétaire des fonds associés à votre clé publique. Donc, cette clé, c'est elle qui va vous permettre de signer les transactions. D'accord ? Donc, la clé publique, elle permet de savoir que c'est vous qui les avez signées. La clé privée vous permet de les signer, pour faire simple. Donc, cette notion de signature, on va le comprendre, c'est une autorisation incontestable. Il faut l'envisager comme quelque chose qui est non répudiable. Quand vous effectuez une transaction, vous ne donnez pas votre clé, et surtout, on ne manipule jamais sa clé privée au-delà de sa sphère privée. Au-delà de ça, on va signer la transaction avec cette clé privée, et grâce au mécanisme de crypto asymétrique, de cryptographie asymétrique, on va pouvoir effectivement prouver que c'est vous qui avez signé, parce qu'on pourra effectivement le vérifier au travers de votre clé publique. Alors comment ça marche de façon un peu plus concrète ? Mais rassurez-vous, on reste accessible. Donc vous décidez de faire une transaction avec Bob. Par exemple, vous êtes Alice et vous voulez faire une transaction avec Bob, et vous prenez les détails de cette transaction, c'est-à-dire ce qui identifie la transaction, ce que vous voulez faire comme transaction, ça peut être de l'argent dans le cas d'une crypto-monnaie, qui reçoit, combien, quoi, si c'est autre chose qu'une crypto-monnaie, vous mettez ça effectivement dans votre transaction, et vous utilisez votre clé privée pour créer une signature numérique pour identifier
le bloc, la transaction quelconque, pour dire c'est bien moi qui ai fait cette opération. C'est comme si vous apposiez votre sceau unique avec votre lavalière ou votre chevalière, pardon, la lavalière elle est au cou, ou alors effectivement en prenant votre sceau pour marquer quelque chose et prouver que c'est vous qui l'avez fait. Donc cette signature, une fois qu'elle est posée, elle est vérifiable par tout le monde en utilisant votre clé publique pour vérifier cette signature. Donc la vérification de la transaction, on va voir un peu comment elle va fonctionner. Lorsque la transaction signée, elle est envoyée au réseau de la blockchain, n'importe qui peut la vérifier. Et alors, les acteurs du réseau vont effectivement, comme on l'a dit, vérifier avec votre clé publique, qui est visible et accessible par tout le monde, que les détails de la transaction sont bons et correspondent bien à des identités et que l'ensemble de ce qui est à l'intérieur de la transaction fait bien référence à des personnes qui sont reconnues et identifiées par des clés publiques et qui effectivement ont elles-mêmes été générées par des clés privées, et donc s'assurer que l'ensemble des éléments de la transaction sont valides. Une fois que c'est fait, alors si la signature est valide, ça confirme que la transaction elle est bien autorisée, c'est-à-dire que l'ensemble de tous les éléments qui sont dans la transaction ont bien des signatures correctes et que ces signatures sont bien vérifiables. Et si ce n'est pas le cas, elle est considérée comme invalide et la transaction est rejetée. Alors on va quand même regarder un tout petit peu plus du côté des crypto-monnaies parce qu'effectivement ils ont rajouté un concept qu'on appelle le modèle de transaction UTXO. Donc on reste dans le use case des crypto-monnaies, qui permet de gérer un petit peu le fractionnement. Donc c'est la notion de unspent transaction output. En gros, le but du jeu, c'est de se dire, imaginez que vous avez un portefeuille de crypto-monnaie, imaginez que votre portefeuille, c'est pas un solde unique, c'est pas un chiffre, 30 euros ou 40 euros, mais c'est plutôt une collection de billets ou de pièces avec différentes valeurs que vous avez reçues dans d'autres transactions et que vous allez vouloir utiliser pour remplir une transaction. Et ce principe, c'est de se dire, c'est comme quand on va chercher du pain, on prend les pièces qu'on a dans son porte-monnaie et on regarde ce qu'on arrive à faire pour assembler le total qu'on veut donner au boulanger dans le cadre de la transaction qu'on a avec lui. Le principe des UTXO, c'est à peu près le même principe, et effectivement, il va avoir cette notion aussi de rendu de monnaie, c'est-à-dire dès l'instant où potentiellement j'avais par exemple que 2 billets de 5 et puis je devais payer que 9 euros, je vais utiliser mes 2 billets de 5 dans la transaction et il va y avoir effectivement un UTXO qui va être fabriqué qui identifie un rendu de monnaie. C'est exactement le même principe que quand vous allez chercher du pain et que vous payez avec votre porte-billet ou votre porte-monnaie. Donc chaque UTXO est le résultat non dépensé d'une transaction antérieure. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il est verrouillé par la clé publique ou l'adresse dérivée du destinataire. Et effectivement, on va voir que dans des blocs, sur des blockchains, pour une grosse partie des crypto-monnaies, on va pouvoir faire des transactions sur lesquelles potentiellement nous-mêmes utilisons plusieurs identités. Et c'est comme ça qu'on arrive à gérer la confidentialité dans la blockchain. J'y reviendrai. Donc l'avantage du modèle UTXO, c'est que c'est ce que j'étais en train de souligner, la confidentialité est accrue parce que les adresses peuvent changer. Les UTXO qu'on possède potentiellement peuvent être générés avec des clés, des couples clés privées, clés publiques qui sont différents. Et donc ça va rendre beaucoup plus difficile la traçabilité de l'identité. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre des crypto-monnaies qu'on utilise ce genre de choses. Ça ne fait pas partie intrinsèquement de la blockchain. J'en parle parce que c'est quand même intéressant de voir aussi, on entend beaucoup parler de la confidentialité, de l'anonymat dans les crypto-monnaies. C'est pas quelque chose qui est lié à la blockchain, c'est quelque chose qui est lié à un mécanisme spécifique, les UTXO. Alors il y a d'autres façons de l'implémenter en fonction des cryptos. Toutes les monnaies ne sont pas toutes basées sur les mêmes principes technologiques. On va le voir d'ailleurs. Donc effectivement, par contre, il y a aussi une notion de parallélisation. C'est plus facile de traiter plusieurs transactions simultanées car elles sont souvent indépendantes les unes des autres. Et enfin, la sécurité. Chaque UTXO, c'est une entité distincte, ce qui peut simplifier la vérification. Ce qu'il faut quand même comprendre avec ces UTXO, c'est que l'objectif, c'est bien l'anonymisation. Alors, comment ça fonctionne ? Lorsque vous voulez envoyer des fonds, vous ne dépensez pas un solde global, c'est ce que j'ai expliqué. Au lieu de ça, vous sélectionnez un ou plusieurs de vos UTXO,
comme des entrées, des inputs dans votre nouvelle transaction. Pour prouver que vous êtes propriétaire de ces UTXO, vous devez les signer avec votre clé privée correspondante. La transaction, elle est ensuite crée ensuite de nouveaux UTXO qui sont des sorties, les fameux outputs. C'est-à-dire, j'ai 2 billets de 5, je dois payer 9 euros, on va me rendre une pièce de 1 euro. Éventuellement, du coup, donc effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est la notion de monnaie rendue. Et une petite partie, elle peut être allouée dans certaines crypto-monnaies comme frais de transaction. On va voir pourquoi il y a cette notion de frais de transaction, parce qu'effectivement, on va parler de validation, et quand on va parler de validation, sur certaines des crypto-monnaies, on va parler de minage, et on essaiera de comprendre ce que ça veut dire. Donc, les blockchains qui utilisent le modèle UTXO, bon, essentiellement, vous l'avez compris, on parle de crypto-monnaie, hein, pour le coup, c'est Bitcoin, c'est Zcash, c'est Litecoin, Cardano, qui sont toutes effectivement des implémentations différentes de crypto-monnaies. On va voir que il en existe d'autres, hein, beaucoup plus, beaucoup d'autres des crypto-monnaies, et elles n'utilisent pas toute cette notion d'UTXO. Donc, on continue. On reste encore sous le capot et on regarde la notion les standards de cryptographie et de tout ce qui est crypto nécessaire à la gestion des clés et des signatures. Donc ces standards, ils définissent des algorithmes mathématiques qui sont utilisés pour générer ces clés, ce couple clé et clé publique, et qui permettent de signer et de vérifier les signatures numériques. Qu'est-ce qui est caché derrière ? Ce qui est caché derrière, c'est les mathématiques associées aux courbes elliptiques. Donc, on a ce qu'on appelle l'ECDSA, hein, qui est l'Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. C'est un algorithme de signature qui est le plus répandu dans le monde des crypto-monnaies. Il est basé sur la crypto des courbes elliptiques, comme je vous l'ai dit, qui permettent d'obtenir un niveau de sécurité élevé avec des clés de taille relativement petite. Donc, par exemple, une clé ECC de 256 bits, elle offre un niveau de sécurité qui est comparable à une clé RSA, qui est un autre mécanisme de gestion de clés publiques et privées, de crypto asymétrique, où on aurait une taille qui serait plutôt de 3072 bits. Donc c'est utilisé avec les mécanismes UTXO, hein, donc on l'a vu, hein, la clé privée c'est une valeur numérique aléatoire. La clé publique, donc c'est une valeur qui est générée, hein, et donc il faut des moteurs de génération de valeurs aléatoires qui soient fiables, hein, pour le coup. Et je pense que vous êtes tous sensibilisés à la problématique de l'aléa en informatique et de la réalité de l'aléa en informatique. Là, on a besoin d'équipements vraiment dédiés pour faire des chiffres aléatoires fiables. Donc la clé publique, c'est un point sur la courbe elliptique, calculée à partir de votre clé privée. Lorsque vous signez une transaction, par exemple, pour dépenser un UTXO Bitcoin, par exemple, l'algorithme ECDSA prend le hachage de la transaction et votre clé privée pour produire une signature numérique unique. N'importe qui sur le réseau peut vérifier que votre clé publique et la signature pour vérifier que vous avez bien autorisé la transaction sans jamais connaître votre clé privée. C'est les bases de la crypto asymétrique. Donc, ECDSA, c'est utilisé dans Bitcoin, dans Litecoin, dans Ethereum. Et il en existe un autre, hein, qui s'appelle EDDSA. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, hein, c'est à peu près les mêmes pratiques, mais du coup, il y a quelques différences. Et potentiellement, on voit qu'on découvre encore d'autres crypto-monnaies. Comme je vous ai dit, il y en a énormément. Par exemple, Monero, Solana, Polkadot, et puis Cardano qu'on avait déjà vu. Maintenant, on va parler d'un élément extrêmement important dans la blockchain, c'est la notion de consensus. Tout le monde doit être d'accord. On a dit que pour pouvoir valider une transaction ou un bloc de transaction et le mettre dans la chaîne, associer ce bloc dans la chaîne, il va falloir qu'il y ait une validation, et pour ça, on veut que tout le monde soit d'accord, qu'à un instant T, tous les acteurs, tous les nœuds présents sur la blockchain soient tous dans un consensus pour dire oui, cette transaction est valide. Et c'est là que ça va commencer à devenir compliqué, une blockchain. Donc comment valider une nouvelle transaction ? Pour qu'un nouveau bloc soit ajouté à la chaîne, la majorité des participants du réseau doit s'accorder sur sa validité. C'est le minimum. Il va falloir effectivement avoir une majorité des participants qui valident. Maintenant, il va y avoir des façons de faire qui vont être différentes en fonction des implémentations et qui sont apparues effectivement dans le cas des crypto-monnaies. Donc les règles communes, c'est des mécanismes de consensus. On va parler de preuve de travail,
pour Bitcoin ou de preuves d'enjeu pour Ethereum 2.0 qui sont utilisées dans presque la totalité des autres crypto-monnaies pour que tous les nœuds s'entendent sur la légitimité de la blockchain. Et on va voir que c'est fondamentalement différent sur la façon dont on va procéder. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce qu'effectivement, nous, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de fraude et qu'il n'y a pas d'opération qui soit illégale, qui soit intégrée à la blockchain. Oui, elle est fiable en elle-même, la blockchain, mais par contre, si on n'a pas de mécanisme qui permet de s'assurer que personne ne peut mettre une donnée fausse dans la blockchain, c'est indispensable. Parce qu'une fois qu'elle va être dans la blockchain, c'est terminé. On se retrouverait avec une transaction qui, elle, fait référence à des données qui ne sont pas bonnes. Donc, dans la façon de créer un nouveau bloc dans la blockchain, il va falloir trouver une façon de s'assurer que les personnes qui mettent ce bloc ne le font pas avec une volonté de nuire et d'abuser le fonctionnement de la blockchain. Donc les mécanismes de consensus, comment on se met d'accord et qu'on évite les malveillances. Pour qu'une blockchain fonctionne de manière décentralisée, tous les participants doivent s'accorder sur l'état légitime du registre, notre fameux cahier qu'on a vu au début. Quelles transactions sont valides et quel est le prochain bloc à ajouter. Donc c'est le rôle de ces fameux mécanismes de consensus, des règles du jeu qui permettent au réseau de parvenir à un accord sans autorité centrale. Et tout le défi, si on avait une autorité centrale, elle aurait pour objectif de vérifier que l'élément qu'on veut rajouter dans la chaîne est fiable, et puis elle la rajouterait, elle aurait la responsabilité de cet ajout. Là, on est complètement distribué. Donc il faut trouver des mécanismes, une mécanique. Alors on va voir qu'il y a des mécaniques très techniques, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus basées sur la valeur, et du coup, c'est ces deux fameux consensus différents. Donc, d'un côté, je vais avoir la preuve de travail, ou qu'on appelle POW ou Proof of Work, et de l'autre côté, j'ai la preuve d'enjeu, ou ce qu'on va appeler POS ou Proof of Stake. Et on va les décrire. Donc la preuve de travail, Proof of Work, celle-là, probablement vous la connaissez indirectement parce que c'est là où on a des mineurs. C'est là où on entend parler de minage de Bitcoin. On va voir que dans toutes les crypto-monnaies, il n'y a pas cette notion de minage. Donc l'analogie, c'est la course au trésor mathématique. Imaginez un grand concours où des milliers de personnes, des mineurs pour le coup, essaient de résoudre une énigme mathématique extrêmement difficile. C'est comme chercher un numéro de loterie très spécifique. Donc le principe, c'est de faire bosser tout le monde, de faire ce qu'on appelle du brute force. Il n'y aura pas de raccourci, il n'y a pas de façon de tricher sur la façon de faire, parce qu'encore une fois, ça va être un défi mathématique et cryptographique extrêmement complexe, qui est difficilement falsifiable, et il va falloir essayer, en brute force, des milliards de combinaisons par seconde. Et c'est pour ça qu'on entend parler de gens qui achètent des cartes graphiques, des choses pour pouvoir faire du minage et puis gagner de l'argent. On va voir que maintenant, le minage en lui-même, c'est quelque chose qui potentiellement n'est plus profitable, et on verra qu'il y a d'autres problématiques. Alors pourquoi c'est sécurisé ? Parce que pour pouvoir attaquer, pour pouvoir tricher, par exemple, valider une transaction frauduleuse, l'attaquant va devoir contrôler plus de 50% de la puissance de calcul totale du réseau. Et c'est absolument impossible. Donc c'est extrêmement coûteux et difficile à réaliser. Plus le réseau, plus la blockchain va être importante, moins c'est réalisable. Et le principe, c'est qu'effectivement, ce calcul nécessite de la puissance de calcul, et cette puissance de calcul nécessite de l'énergie, et cette énergie, elle a un coût. Donc, à un moment, ça sera absolument pas possible de pouvoir financer la fraude, on va dire. Donc, c'est ce qu'on appelle un incentif économique. Donc, le coût de l'attaque, il serait supérieur au gain potentiel, et l'attaquant, il détruirait la valeur de sa propre monnaie. Donc, ça veut dire qu'en essayant de voler cette monnaie, finalement, il détruirait la valeur de cette monnaie. Donc il y a deux éléments qui viennent sécuriser les choses. Donc on retrouve ça évidemment sur Bitcoin, sur Litecoin et sur Ethereum, mais dans sa première version, avant qu'il y ait eu The Merge. Donc on va essayer de le regarder de façon un peu plus visuelle, pour bien comprendre. Les mineurs collectent les transactions en attente dans ce qu'on appelle le mempool. C'est l'endroit où il y a toutes les transactions qui sont en attente de validation. Ils les regroupent dans un bloc, c'est eux qui remplissent, qui les vérifient, qui vérifient la véracité des signatures, et ainsi de suite, qui vont s'assurer du bon état de la transaction. Ils vont s'engager quelque part sur le bon état de cette transaction. Ils vont créer le bloc,
ils se mettent tous à résoudre une énigme mathématique cryptographique, en ayant été piochés en même temps dans le même pool, et c'est le premier qui va résoudre cette énigme cryptographique en utilisant la puissance de calcul de son ordinateur, qui va pouvoir prêter le bloc. Donc le premier mineur qui trouve la solution, on appelle ça le nonce, le magic nonce, annonce sa découverte au réseau. Les autres participants vérifient très rapidement que la solution est correcte, c'est-à-dire le chiffre qu'il a trouvé, le fameux magic nonce qu'il a trouvé, c'est bien le bon chiffre. Alors, c'est extrêmement difficile de le trouver, par contre, c'est facile de le vérifier. C'est tout l'intérêt des cryptos asymétriques. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, pour en trouver un, c'est très compliqué. Par contre, pour vérifier qu'il est bien construit, bah, c'est facile. Donc si la solution elle est validée, le bloc qui a été vérifié par la personne qui a construit le bloc va ajouter ce bloc dans la chaîne, et le mineur gagnant reçoit une récompense, par exemple, des nouvelles crypto-monnaies, des frais de transaction, c'est là où on a vu, avec dans les UTXO, on peut avoir ce genre de choses, et c'est précisé en ce qu'on appelle la coin base du bloc. Donc ça, là on est en train de parler de crypto, pour le coup. Alors, l'énigme mathématique du pot, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Donc l'objectif, les mineurs doivent trouver un nombre, qu'on a appelé le nonce, le magic nonce, complètement arbitraire, qui combiné à d'autres données du bloc, transaction, redatage, produit un hachage, une chaîne de caractères qui respecte certaines conditions. Alors ces conditions, on va le voir, elles sont finalement assez simples. Donc le défi, c'est de trouver un nonce tel que le hachage du bloc, calculé avec une fonction cryptographique, souvent du SHA-256, commence par un certain nombre de zéros. Donc effectivement, pour trouver ce nombre et qu'il soit valide, il va falloir tester un par un jusqu'à en trouver un. Donc par exemple, le hachage doit commencer par N0. Et effectivement, plus une blockchain va avancer, plus potentiellement on va augmenter le nombre de zéros parce qu'il y aura épuisement. Donc pour obtenir, l'objectif c'est d'obtenir un délai de minage. Alors vous le savez, les technologies, elles se sont améliorées avec le temps, donc effectivement les conditions du défi, elles ont évolué et elles continuent à évoluer avec le temps. Donc pourquoi c'est difficile? Parce qu'effectivement, la seule façon de trouver ce nonce, c'est de faire de la brute force, de la brute force, de la brute force. Il n'y a pas de méthode simple, efficace, pour pouvoir le deviner différemment. Alors, modulo les avancées potentielles quantiques, on en reparlera plus tard. Pour le moment, c'est pas le cas. La difficulté, elle est ajustée pour que la recherche prenne un temps moyen, un temps qui, effectivement, par exemple, sur le Bitcoin, c'est plutôt 10 minutes, qui effectivement, plus les technologies avancent, plus les équipements sont performants, plus on s'assure qu'en permanence, le défi est suffisamment compliqué à résoudre pour que ça occupe 10 minutes du temps de calcul d'une machine. Voilà, on insiste bien sur ce fait, c'est pas quantum proof. Donc effectivement, si l'ordinateur quantique devient une réalité, toute cette mécanique ne fonctionnera plus du tout. Donc là aussi, on va regarder un peu dans le détail comment ça fonctionne. Le mineur prend toutes les données du bloc, il ajoute un nombre, le nonce, qui modifie à chaque tentative, et donc c'est cette modification du nonce, il calcule ce hachage, et il cherche, donc il change de nonce à chaque fois, jusqu'à ce qu'on obtienne le bon nombre de zéros dans le hash qui a été généré par la fonction cryptographique, pour le coup du SHA-256. Donc, tant que ça ne fonctionne pas, brute force, brute force, brute force, brute force, brute force. Lorsqu'il trouve le nonce, qui donne un hash respectant les conditions, il envoie le bloc validé au réseau qui va l'intégrer globalement dans la blockchain. Donc la validation avec Po, comment ça fonctionne si on la regarde dans son ensemble? Réception du bloc, les nœuds du réseau reçoivent un nouveau bloc proposé par un mineur ou un validateur. Les vérifications des transactions, donc là pour le coup effectivement il y a encore un deuxième niveau de sécurité, c'est là qu'on parle de la validation. Malgré tout, le bloc, effectivement, il a été proposé par quelqu'un, il faut quand même le revérifier derrière. Donc on va vérifier que toutes les transactions du bloc sont valides. Donc les personnes vont réouvrir le bloc parce qu'ils ont les moyens de le vérifier. Ils vont vérifier que toutes les transactions du bloc sont valides. Par exemple, parce qu'en fait, le hachage, c'est quelque chose qui est... Il n'est pas chiffré, le bloc. Il est effectivement vérifiable, ce qui est différent.
Par exemple, que l'expéditeur possède bien les fonds, qu'il n'y a pas de double dépense, donc il faut potentiellement sur la crypto aller regarder dans les UTXO et ainsi de suite, qu'il n'y a pas de double dépense, s'assurer que les signatures cryptographiques correspondent, donc c'est l'ensemble de toutes les vérifications, et ça dépend des crypto-monnaies. La vérification du hash, donc il recalcule le hash du bloc en utilisant les données du bloc qui ont été données, les données qui sont vérifiables par tout le monde, et il s'assure que le hash qui a été proposé par la personne qui a proposé ce bloc, s'il le recalcule eux-mêmes, en ayant cette fois-ci directement le bon nonce qui va bien correspondre au même hachage avec le même nombre de zéros. Donc vérification du nonce, on confirme que le nonce trouvé par le mineur est bien celui qui a produit le hash valide. Vérification de la difficulté, effectivement, en permanence, on va s'assurer au niveau de la blockchain que la difficulté du hash correspond à celle fixée par le protocole, et sinon elle est réajustée. Et enfin, on l'ajoute dans la blockchain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la preuve par le travail. Maintenant, on va regarder une autre preuve. Alors vous voyez déjà, hein, la preuve par le travail, elle a un autre problème. Le gros problème, c'est que plus la blockchain va être importante, et plus il va y avoir d'acteurs qui vont participer dessus, plus ça va être une débauche d'énergie. D'un point de vue environnemental, la proof of work, c'est quelque chose qui est vraiment pas vertueux. Et c'est bien pour ça que sur certaines autres solutions, on a vu le principe de ce qu'on appelle la proof of stake, la preuve d'enjeu. Donc là, c'est une loterie des dépositaires. Mais on va voir qu'elle vient avec d'autres problématiques. Donc là, cette fois-ci, imaginez une loterie où pour avoir une chance de tirer le numéro gagnant, vous devez d'abord déposer une somme d'argent, votre enjeu, ou stake, dans une sorte de coffre-fort. Plus vous déposez d'argent, plus vous avez de tickets, et donc plus vous avez de chances d'être tiré au sort pour valider le prochain bloc. Alors ça, tous les mécanismes ne sont pas tout le temps faits de la même manière, mais disons que ça, c'est un des principes les plus courants. Si vous êtes tiré au sort et que vous validez le bloc correctement, vous gagnez une récompense. Donc effectivement, je mets de l'argent sur la table avec la volonté d'en récupérer. Mais si vous essayez de tricher et de valider un bloc frauduleux, pour le coup, vous perdez tout ou partie du dépôt que vous avez fait. C'est ce qu'on appelle un slashing ou sanction. Alors pourquoi c'est sécurisé? Cette fois-ci, c'est pas un incentive, l'incentive économique n'est pas fait de la même manière, c'est ce qu'on appelle un incentive économique inversé. Pour tricher, un attaquant devrait contrôler plus de 50% de la valeur totale immobilisée, le stake, sur le réseau. C'est quand même compliqué là pour le coup. Ça serait extrêmement coûteux, et en tentant de nuire au réseau, c'est-à-dire en voulant essayer de faire une escroquerie sur le réseau, encore une fois, l'attaquant détruirait la valeur de son propre investissement. Et en plus, effectivement, il y a cette notion de slashing, la menace de perdre son enjeu, et donc effectivement, si l'objectif c'est de gagner, c'est pas celui de perdre pour le coup. Tu perds la palissade, excusez-moi. Donc on retrouve ça chez Cardano, chez Ethereum V2, après The Merge, Solana, Polkadot, et puis évidemment, je cherche pas à être exhaustif. Donc on va regarder la validation avec la proof of stake. Donc le principe avec la proof of stake, c'est on sélectionne les validateurs, ce qu'on appelle les stakers. Ils sont choisis en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'ils ont mis en jeu, ce qu'on appelle le stake. La sélection, elle peut être aléatoire, ou elle peut être basée sur un algorithme qui prend en compte la quantité de mise des autres et d'autres critères. Potentiellement, effectivement, il y a une notion de force de l'enjeu qui peut être pris en compte. Ensuite, proposition du bloc, le valideur choisi, donc là il y a bien un valideur qui a été choisi, propose un nouveau bloc qui contient des transactions valides. Une fois que qu'il a été sélectionné, il vérifie les transactions, comme dans Pau. Il faut vérifier que toutes les transactions sont valides, que les signatures sont bonnes, que les fonds sont disponibles, enfin tout ce qui va être nécessaire pour la blockchain comme pour les aspects crypto de la crypto-monnaie. Ensuite, il y a une vérification du bloc. Il vérifie que le bloc respecte des règles du protocole, par exemple la validité des transactions, la conformité avec la dernière chaîne, donc tout ce qui va s'assurer qu'on peut le mettre dans la chaîne. Ensuite, c'est revérifié par d'autres validateurs. Il y a d'autres validateurs ou nœuds de la blockchain qui examinent le bloc proposé. Ils vérifient que le bloc est correct, que les transactions sont valides et que le validateur qui l'a proposé a bien respecté toutes les règles. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, il perdrait son enjeu.
Ensuite, il y a un vote et un consensus. C'est la majorité des validateurs approuvent le bloc. Il est ajouté à la blockchain. Ce vote, il est indispensable parce qu'encore une fois, potentiellement, il peut y avoir une malveillance inverse. Donc c'est là où effectivement l'objectif c'est d'avoir effectivement un consensus qui se recrée pour valider. C'était un des défis de la mise en place de la proof of stake. Certains systèmes utilisent un mécanisme de vote ou de fiançailles pour confirmer la validité. Je rentrerai pas dans le détail parce qu'on en parle vraiment de crypto. Et puis effectivement après il y a récompense ou sanction. Donc le validateur qui a proposé le bloc peut recevoir une récompense. Si un validateur tente de valider un bloc frauduleux, eh ben, il va tout perdre. Il va perdre tout ce qu'il avait mis en jeu. Donc si on compare, c'est là que ça devient intéressant. J'ai la preuve de travail et la preuve d'enjeu. D'un côté, j'ai un mécanisme de sélection qui est basé sur de la résolution d'énigmes cryptographiques. Et de l'autre côté, la sélection aléatoire basée, alors aléatoire ou déterministe, basée sur l'enjeu, sur le dépôt, et potentiellement sur la valeur du dépôt, ou le cumul de valeur du dépôt. D'un côté, la consommation énergétique, c'est une catastrophe, c'est extrêmement élevé, et plus effectivement il y a de cryptos qui se mettent en place, plus on a l'utilisation de la blockchain, plus la débauche d'énergie devient importante. De l'autre côté, c'est extrêmement faible. C'est faible. Il n'y a pas de consommation de calcul intense, il n'y a pas de compétition de calcul intense, pardon. D'un point de vue sécurité, disons qu'on obtient le même résultat par des moyens différents. Le coût de participation. Alors, le coût de participation, il est compliqué aussi. Et maintenant, je vous le dis, le minage, c'est plus aussi intéressant qu'avant. Le matériel de minage, il est coûteux, le prix de l'énergie a augmenté, le prix des GPU a augmenté, la RAM en ce moment, je vous en parle même pas. L'électricité nécessaire est extrêmement importante. Et de l'autre côté, par contre, il y a une immobilisation d'une quantité de crypto-monnaies. Donc effectivement, c'est pas une perte, puisque c'est un enjeu. Mais potentiellement, il y a un risque. La scalabilité, elle est du côté de la preuve de travail généralement plus faible, les transactions sont plus lentes parce qu'effectivement il y a ce défi, ce défi de cryptographie qui ralentit le temps d'intégration des transactions. Et par contre, de l'autre côté, c'est potentiellement beaucoup plus élevé parce qu'effectivement, ça va aller, il n'y a pas ce délai de calcul. La décentralisation, disons qu'on a des risques qui sont identiques en valeur, mais qui sont différents en nature. D'un côté, j'ai un risque de centralisation par des fermes de minage. Effectivement, hein, si une société elle est capable et qu'elle trouve les moyens parce qu'elle arrive à, je sais pas, imaginons, ils arrivent à se monter leur centrale nucléaire ou ils ont réussi à mettre en place la fusion en cachette. Enfin, ouais, il y aurait un vrai risque. Et puis après, en plus, après il y a le matériel et toutes les spécificités du matériel, donc ça reste de toute façon très compliqué. Et l'intérêt d'une ferme de minage est de moins en moins important. De l'autre côté, le risque de centralisation, il est beaucoup plus important pour le coup. Parce que plus on a des gros détenteurs, plus il y a des acteurs qui sont détenteurs de beaucoup de valeur sur la blockchain, plus potentiellement, ils vont être régulièrement identifiés comme stakers. Et là, il y a potentiellement un problème. Il faut donc effectivement faire attention à cet aspect sur toutes les utilisations de la preuve d'enjeu. Alors la maturité. Alors le principe de la preuve de travail, la maturité, elle est établie maintenant de Bitcoin depuis 2009. Pour l'autre façon de faire, c'est plus récent, donc potentiellement, est-ce qu'on a suffisamment de recul ? Peut-être pas. C'est peut-être le point avec le risque sur la centralisation qui sont importants pour... j'aurais pu le mettre en jaune, hein, pour la preuve d'enjeu, pardon. Par contre, l'énorme problème de la preuve de travail, c'est l'impact environnemental. Il est extrêmement élevé et je pense qu'on est dans une société où ça devient difficilement tolérable. Alors, si je dois faire une synthèse, une blockchain, comment ça marche ? On va essayer de conclure un peu cette petite vidéo. Une transaction est initiée. Alice envoie de l'argent à Bob. Donc ça, on voit ça comme un flux simplifié. La transaction, elle est diffusée et elle est envoyée à tous les nœuds du réseau. Elle est validée par tous les nœuds. Les nœuds vérifient la validité de la transaction, les fonds suffisants, signature et ainsi de suite. Il y a ajout à la blockchain, et là on voit que dans ces étapes 3 et 4, potentiellement dans le cas des cryptos, où on essaye aussi de distribuer cette validation et l'ajout dans la bloc, on a ces fameux consensus
vu qu'on ne veut pas une autorité pour faire les choses et qu'on veut s'assurer quand même de la véracité de ce qu'on s'y met, bah là c'est là où on va voir ces mécanismes de preuve de travail et de preuve d'enjeu. Et enfin, le bloc est ajouté à la chaîne. Donc là, on le voit de façon très générale, mais on vient de voir de façon assez longue et assez détaillée le fait que l'ajout est conditionné à des défis, à un défi par la valeur ou un défi par l'énergie et le calcul. Et donc effectivement, notre objectif, c'est bien de venir enregistrer une nouvelle transaction dans la blockchain qui identifie les échanges de valeurs qui vont être faits entre les participants. Donc j'en reste ici pour cette deuxième vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des usages et des applications. Cette fois-ci, on va s'éloigner complètement des cryptos et on va aller regarder comment on peut utiliser la blockchain pour faire des choses qui sont encore plus intéressantes. Au revoir.